Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Cérémonie de lancement officiel ce matin des activités du Centre de renforcement des capacités du ministère des Finances. Un centre qui vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents dans la mobilisation des ressources. Le lancement a eu lieu dans la salle de conférence du ministère sous la présidence du Premier ministre Oumoudou Mahamadou et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Le compte-rendu avec Ibrahim Abdou. La présente assise consacre ainsi le lancement officiel des activités du Centre de renforcement des capacités du ministère des Finances. Il s'agit là pour le ministère des Finances, à travers la mise en place de ces centres, de renforcer les capacités des agents du ministère pour une mobilisation efficace des ressources. Dans son intervention, le ministre des Finances n'a pas manqué de préciser que cela cadre parfaitement avec la politique du gouvernement à travers ses différents axes pour la modernisation de l'administration publique. Le Centre de renforcement des capacités, non pas du ministère des Finances, mais le centre tout simplement de renforcement des capacités, qui est celui de l'administration publique, et la traduction de la volonté politique plutôt, imprimée par le programme de renaissance Acte 3 de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, et Votre Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à travers notamment l'axe 2, la déclaration des politiques générales, à savoir la bonne gouvernance et la consolidation des institutions républicaines, et l'axe 3, le développement du capital humain. Ce centre viendra offrir une panoplie de formations destinées à renforcer et à consolider les capacités de mise en œuvre de réformes des acteurs de la chaîne de dépenses en particulier. Pour le Premier ministre, la création d'un tel centre permettra de conformer les agents aux innovations déjà engagées par le gouvernement, tout en s'adaptant à certaines obligations internationales dans la mobilisation des ressources. En effet, la gouvernance économique et financière de notre administration doit reposer sur la modernisation de notre système de gestion des finances publiques à travers notamment l'amélioration de la qualité de la dépense et la mobilisation accrue des ressources. Pour rappel, notre pays a transposé l'ensemble des directives communautaires et a adopté dès 2012 la loi organique relative aux lois des finances qui va imprimer un puissant mouvement d'adaptation des services de l'État vers une gestion par objectif. Cette mutation s'est opérée d'une part par le passage d'une optique de budget basée sur les moyens à celle d'une approche programmatique basée sur l'évaluation de la performance. Et d'autre part, au passage d'une comptabilité de caisse à une comptabilité en droit constaté. Cette réforme, communément appelée budget-programme, se justifie principalement par le souci de se conformer aux bonnes pratiques internationales reconnues en matière de gestion des finances publiques. Toutefois, ce changement de paradigme a entraîné au sein de nos administrations des questionnements, des résistances et des réticences dans la mise en œuvre de l'approche budget-programme, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui là pour répondre à ce souci à travers la création d'un centre de formation. L'instant d'après a par la suite consisté à la coupure du ruban, suivie par une présentation concrète du centre au Premier ministre. La compétition de la lutte traditionnelle, c'est également l'occasion pour l'organisation de concours sur des aspects en lien justement avec la lutte. C'est ainsi qu'hier, le comité d'organisation a organisé un concours d'éloges dénommé Kirari. Toutes les 8 régions ont participé à ce concours qui s'est achevé par la victoire de la région de Tillabéri. Brahim Boubacar et Abdou Nasser Seydou pour le reportage. Dans le cadre toujours de la 42e édition du sabre national de la lutte traditionnelle, le comité d'organisation a mis en place un concours des éloges communément appelé Kirari. C'est une prestation qui fait partie de l'organisation de la lutte traditionnelle et qui met aux prises toutes les 8 régions du Niger. Ainsi, à travers ce concours, on déterminera le lutteur qui se fera le mieux des éloges. Après donc les différents passages et analyses du jury, c'est la région de Tillabéri comme l'année dernière qui remporte le premier prix.
suivi par la région de Tawa qui remporte la 2e place et celle de Zender la 3e place. Et il est à rappeler que ces valeurs sociales qui ramènent à l'identité culturelle nigérienne est très appréciée du grand public. L'ancien champion de lutte traditionnelle Tassiou Sani de Zender a quitté Zender ce matin par un vol Niger Airlines à destination de Niamey. Son évacuation a été rendue possible grâce au précieux concours du conseil régional de Zender à travers son président. Le compte rendu avec Ben Moussa Salah. C'est en cette matinée du mercredi 29 décembre 2021 que l'ancien champion Tassiou Sani est évacué sur Niamey par un vol express de Niger Airlines. C'est à travers une prompte réaction du conseil régional de Zender, à travers son président Hassan Amadou, que la représentation régionale a décidé de prendre en charge l'évacuation du champion national et de son accompagnant par un vol de Niger Airlines. La prise en charge de tous les soins et séjours jusqu'à ce qu'il recouvre sa santé, y compris s'il faut les sortir à l'étranger, seront assurés par le président du conseil régional. Une réaction vite du conseil régional de Zender, saluée à sa juste valeur ici par l'ancien champion Tassiou Sani. À mon nom, Tassiou Sani, à celui de la délégation régionale de Zender et au nom des lutteurs qui se trouvent présentement à Niamey pour la 42e édition du Sabre national, nous adressons nos vifs remerciements au conseil régional de Zender et à son président d'avoir pensé à nous étant malades. Je le remercie vivement pour cette évacuation vers Niamey afin que je retrouve la santé. Je remercie également les autorités de Zender car me voici devant Niger Airlines pour mon évacuation à Niamey. J'ai reçu un appel de la part du ministre de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports pour m'encourager et pour me rassurer leur disponibilité envers ma modeste personne. Le président du conseil régional de Zender, après déjà plusieurs efforts et tentatives depuis la maladie du lutteur, vient ici montrer combien il est attentionné pour toute préoccupation de la population et au-delà. Tassiou Sani est une icône nationale, un champion national qui mérite le soutien de tous. Espérant un jour le voir lutter, l'histoire retiendra que le conseil régional de Zender a pris la meilleure décision. En souhaitant un prompt rétablissement au champion national afin que revive la lutte traditionnelle au niveau de la région de Zender qui malheureusement traverse cette 42e édition de Niamey. Zender déjà éliminé dès la 3e journée, une grande première, voire du jamais vu dans l'histoire du sabre national. En partie magazine de cette édition, vous suivrez l'intégralité de la conférence de presse animée hier par African Development University EDU. L'association Développe Lay a organisé cet après-midi un point de presse à l'hôtel Noum de Niamey. Un rendez-vous avec les médias qui marque la fin de l'Assemblée générale de la dite association. Le point avec Adamou Soumana et Sadou Demi. Après 112 heures d'intenses travaux de renforcement de capacité des participants venus des 5 régions du pays, à savoir Maradi, Dosso, Tawa, Tillabéri et Zender, l'association Empower se retrouve par la présente en face des médias. Occasion pour les membres du conseil d'administration de cette association d'entretenir l'assistance sur le changement de leur dénomination et ses raisons. Nous changeons de nom pour devenir Développe Lay. Et on revient avec ce nouveau nom-là pour se donner aussi une nouvelle vision et pour pouvoir amplifier justement notre impact, d'où notre nouveau slogan de l'impact pour tous. Nous sommes une ONG nigérienne créée en 2017 sous le nom de Empower, comme on le mentionnait. On présente notre mission, notre vision et nos valeurs. Nos valeurs en acronyme CIR, solidarité, intégrité, redevabilité et résilience. Nous réveillons le héros intérieur qui sommeille en les jeunes et les femmes, vous l'aurez compris, nos principales cibles, à travers 3 programmes, dont Promesse 3, accompagné par CARE. Le programme
d'expansion des opportunités économiques des femmes de l'espace de coopération transfrontalière Sahel-Tillabéri, accompagnée par la GIZ. Et nous avons fait une panoplie de séries de formations GERM en collaboration avec l'OIM à l'endroit des migrants. Quant à la nouvelle présidente de l'association, elle s'est apaisantie sur les perspectives tout en exhortant l'ensemble des membres à appuyer sa modeste personne pour la réussite de son mandat. Notre vision est d'outiller par la formation et la sensibilisation 20 000 jeunes et femmes d'ici 2025 à être résilients et contribuer au développement durable du Niger. Pour accomplir cette mission, nous nous sommes donnés comme mission d'appuyer l'émergence des meilleures conditions socio-économiques pour les jeunes et femmes à travers l'éducation et l'entrepreneuriat pour un développement endogène et durable. À ce titre, l'association a, au cours de l'année 2021, réalisé des activités au niveau de 11 communes en faveur de plus de 2500 jeunes et femmes. Les programmes exécutés par Développe-le ont touché aux thématiques telles que l'entrepreneuriat, le leadership, le coaching, le droit et l'environnement. L'association Développe-le anciennement Empower Niger a renforcé son identité et son engagement par un nouveau nom, un nouveau logo qui font ressortir ses objectifs pour les années à venir, de l'impact pour tous. Gageons qu'avec cette nouvelle dénomination, l'association fasse davantage le bonheur des jeunes et des femmes de ces zones d'intervention. Le 12 novembre dernier, Jamila Boubacar Sahabi a remporté le prix Africtiviste pour l'action civique organisée en Côte d'Ivoire. Studio Kalangou l'a récemment rencontré pour plus de détails. Il s'agit du concours Africtiviste auquel j'avais assisté et que j'avais eu le privilège de remporter le prix. C'est la première édition du prix Africtiviste. Africtiviste est une organisation qui récompense les jeunes africains porteurs de projets pour la société, des projets innovateurs, des projets. L'idée, c'est de vraiment accompagner les écoles publiques, nos écoles publiques en périphérie, parce que c'est une problématique qu'on vit qui est réelle en Afrique subsaharienne. Au moins une fille sur 10 ne va pas à l'école chaque fin de mois pendant qu'elles ont la règle. Et pourquoi? Parce que ces filles ne sont pas assez propres pour aller à l'école. Donc à comptabiliser, ce qui fait une estimation de 20% de classes perdues pour ces jeunes filles. Donc, et également pour pallier à un problème sanitaire. Donc chaque fin du mois, des milliers de femmes sont en contact avec la matière chimique dans les cotons qu'on utilise. Et c'est composé d'abord du coton, de la matière en coton qui n'est ni offensif pour la santé, ni sans aucun risque, que ce soit de démangeaisons ou d'allergies. C'est du coton, c'est du coton. Donc, et à l'intérieur, on a de la serviette douce. Souvent, on utilise du bambou. Et derrière, on a une matière imperméable qui permet au flux sanguin de ne pas traverser pour arriver au slip. Donc, et on a également des boutons qui permettent de retenir la serviette au slip pour que ça ne bouge pas. La durée de vie dépend de la manière dont la personne l'utilise. Donc voilà, pour une jeune fille qui va... Je reviens toujours sur l'exemple de la jeune fille. Donc pour une jeune fille qui va à l'école, qui a 5 séries disponibles, je me dis qu'elle peut faire jusqu'à 4 mois avec. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition qui porte sur la conférence de presse animée hier mardi 28 décembre 2021 par EDU. Celle-ci vise à annoncer la bourse Mastercard Foundation et le partenariat avec la Société de énergie Niger. Mais avant, vous suivrez votre rendez-vous hebdomadaire chronique judiciaire qui traite de la répudiation, un thème traité par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. Diplomatie, on a fait des efforts extraordinaires. Sur le plan des infrastructures, de manière très visible, nous avons fait un bond dans le futur. Sur le plan de la sécurité, nos armées font un travail phénoménal comparé à tout ce qui se fait dans les pays à côté, autour de nous. Et depuis un an,
si on regarde la direction dans laquelle on va, avec des fondations stabilisées, l'éducation devient le sujet principal d'orientation et de construction du futur de notre pays. Et cette éducation, des gens y croient et des gens observent. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va créer le capital humain qui est capable de développer ce pays, le Niger? Il n'y a pas très longtemps, on a demandé quels étaient les ministères. C'était une expérience sociale. Quels étaient les ministères qui étaient les plus actifs et qui bougeaient le plus depuis qu'on a commencé en début de cette année? Et les ministères, parmi les ministères qui ont été considérés comme le top du top qui bougeait, on avait le ministère de l'enseignement supérieur qui est dirigé par le ministre ici présent, que je vous demande d'acclamer pour le travail extraordinaire qu'il fait. Donc ça, c'est le travail des gens qui sont en charge de faire avancer les choses. Et nous qui sommes du public, nous avons deux options. Attendre de voir s'ils vont réussir ou pas, ou apporter notre pierre à l'édifice pour que la réussite soit partagée et que l'effort soit commun. Et je pense que c'est ce deuxième chemin que nous avons choisi, et avec beaucoup de chance et de serendipity, on a eu l'opportunité d'accueillir ici à ADU le Mastercard Scholars Programme, qui est vraiment à plusieurs égards quelque chose d'unique. Et je vais vous en citer deux. Le premier aspect est que cette bourse est tellement prestigieuse qu'elle peut être comparée aux bourses comme le Fulbright ou le Rhodes Scholars. Et elle n'est exécutée que dans très peu d'institutions d'élite au monde. Si on regarde aux États-Unis, c'est des universités comme Stanford, ou bien Wellesley, là où Hillary Clinton a étudié, ou Halima Hima, la Nigérienne la plus brillante de cette génération. Si on regarde en France, il n'y a que Sciences Po, l'école, qui est dans ce programme. Si on regarde en Afrique, on a des universités d'élite comme HEC University au Ghana ou African Leadership University à Mauritius et Rwanda, ou encore University of Cape Town, qui est la numéro 1 en Afrique depuis toujours. Et aujourd'hui, nous avons la chance et le privilège d'accueillir cette même bourse au Niger à travers ADU, qui de fait rentre dans ce consortium d'universités élitistes mondiales. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment unique qui est à saluer. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que Khadija disait tout à l'heure, c'est l'opportunité que ça ouvre de changer des vies. Des gens qui n'ont pas d'autre option, des gens qui ne peuvent pas avoir accès au système normal, des gens qui ne pourront jamais payer la scolarité dans des universités privées. Cette bourse leur offre trois choses. La première chose, c'est le coût de la scolarité qui est couvert. La deuxième chose, c'est le coût de la vie, donc l'hébergement, le transport, l'assurance maladie, les ordinateurs, les frais de la vie en général, les voyages internationaux, tout est couvert par la bourse. Et le troisième aspect, c'est l'assistance psychologique. On est dans une ère où le mental health est un vrai sujet dont on ne parle pas beaucoup dans nos environnements. Et cette bourse accompagne la personne tout au long de sa vie, en tout cas jusqu'à ce qu'elle soit capable de voler par ses propres ailes, en l'écoutant, en l'assistant avec des vraies personnes qui sont spécialisées, en lui apportant toute l'aide qu'il faut pour la mettre sur le bon chemin et lui permettre d'arriver à son sommet. Donc on parle de 400 personnes ici, sur les 4 prochaines années, 100 personnes par an, qu'on va accueillir ici à IDU, qu'on va former, qu'on va accompagner, et qui, même lorsqu'elles finissent leurs études, sont accompagnées jusqu'à trouver leur travail. Pendant la durée du temps, après l'obtention du diplôme, jusqu'à ce que la personne ait son travail, la bourse intègre un salaire comme quelqu'un qui travaille. Et si la personne crée son entreprise, la bourse intègre un fonds de démarrage pour réussir son entreprise. Ça va changer des vies. Et nous espérons que ces 400 personnes d'élite, que nous regardons comme des gens qui ont chacune la valeur de 100 personnes, donc ça fait 40 000 personnes,
dans les 4 prochaines années, auront la force nécessaire pour rejoindre les autres jeunes du Niger et puis créer ensemble un mouvement, une dynamique qui va vraiment porter notre pays au-delà. Cette bourse est avant tout pour les Nigériennes, 70% on vise pour les femmes, et c'est aussi pour les gens des pays d'à côté, les pays du Sahel, ensuite les autres pays d'Afrique francophone, et après on verra. Maintenant, ça, comme je disais, c'est un mouvement. On a Mastercard Foundation qui crée ce mouvement d'élite et qui dit « Nous allons vous aider à former des gens pour construire votre pays ». Puis à côté, il y a des gens qui sont dans notre pays qui se disent « Mais s'il y a des gens de si loin, du Canada, des États-Unis, qui veulent accompagner autant de gens, nous sommes ici, nous voulons faire partie du mouvement ». Et c'est ce qui explique la présence de notre partenaire Ola sur cette table, qui a décidé d'être la première organisation ici au Niger qui rejoint ce genre de mouvement et qui va à son tour accompagner des étudiants dans cette même dynamique pour former des élites d'exception qui vont construire et aider à construire notre pays. Donc je demande également qu'on puisse vraiment accueillir Ola pour son leadership et sa grande vision. Le DG Donald était ici il y a 2 semaines et je pense que de toute l'année, c'était la séance la plus émouvante et la plus inspirante qu'on a eue. La plus belle manière de terminer l'année, c'est lui qui nous l'a offerte. Et déjà, avant qu'on commence la nouvelle année, il rentre dans le mouvement et il apporte sa pierre à l'édifice en se disant que oui, nous avons besoin de partenaires internationaux, mais oui aussi, nous allons construire par nous-mêmes. Et j'invite donc toutes les organisations de ce calibre-là, de ce leadership-là, à venir apporter leur pierre à l'édifice pour qu'ensemble, on puisse regarder le Niger, qu'on en soit fier et qu'on dise que nous avons mis une goutte d'eau dans la construction de ce magnifique pays, de ce magnifique oasis, dans ce magnifique désert. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Aujourd'hui, encore une fois, 2 semaines après mon passage ici, un passage apparemment qui a marqué beaucoup de jeunes. Et j'ai appris avec l'expérience que l'éducation, que l'école, c'est une prison. C'est une prison, pourquoi? Parce que pendant 3 ans, 4 ans, on est là, on ne devrait pas faire autre chose qu'étudier. Mais c'est la prison par laquelle il faut passer pour aller vers la vraie liberté. C'est la prison par laquelle il faut passer pour devenir un être humain, un vrai, un être humain tolérant, un être humain qui est intègre. C'était le sujet de la conférence qu'on a eue la dernière fois. Et intègre, c'est-à-dire capable de s'oublier pour le bien du collectif, capable de développer des organisations, des entreprises privées, des communautés et des pays, capables de contribuer donc à l'émancipation de l'humanité en général. Donc vous connaissez Ola comme société énergie et d'énergie. Donc c'est pourquoi on dit Ola Énergie. C'est une société panafricaine qui veut le développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique ne peut passer que par une éducation solide, que par des partenariats signés justement avec des universités comme EDU pour former la relève. Nous, autour de cette table, on est encore actifs, certes, mais on doit déjà voir qui va demain gérer Ola, qui sera ministre de l'enseignement, ministre et président du Niger, et qui va gérer EDU. Et pour cela, il faut former ces leaders-là. Donc c'est dans ce sens que nous sommes fiers de nous associer à une université comme EDU pour accompagner certains jeunes du début jusqu'à la fin. Donc on a signé un partenariat pour prendre en charge donc, des jeunes pendant les 3 ans et pour justement, après, bien sûr, les intégrer dans le marché du travail, et d'abord à travers, avec nos stages, mais aussi après pour choisir parmi les meilleurs ceux qui vont gérer Ola dans le futur.
Donc, c'est vraiment... C'est un honneur pour moi donc, de me retrouver sur le continent mer. Comme vous le savez tous, je viens d'Haïti et ça fait 15 ans que je suis en Afrique et c'est une fierté pour moi d'être en Afrique, de revenir après près de 400 ans où l'on nous a exportés vers l'Amérique, de revenir chez nous, chez moi, et sur le continent qu'on appelle le berceau de l'humanité, et qui trop souvent a été mal vu parce que la perception qu'on donne de l'Afrique et à travers les médias, c'est que il n'y a pas assez de gens capables de gérer donc ce continent-là. Ce continent qui, je vous le rappelle, en 2050 aura plus de 2 milliards 500 millions de personnes et représentera plus de 1/5 de la population mondiale. Donc, il nous faut préparer les leaders de demain. Ceux qui seront non seulement en Afrique pour gérer l'Afrique, mais ceux qui vont aussi ailleurs. Vous avez vu que nous avons donné un président américain, parce que Barack Obama, on est d'accord, c'est le fils d'un Africain de première génération. Et donc, nous formons des présidents d'ailleurs. Donc, parce que quand on forme le père, c'est l'éducation du père qui sera transmise aux enfants, l'éducation de la mère qui sera transmise aux enfants, et on va former donc des leaders d'autres continents. Donc, il est temps pour nous de nous concentrer sur l'Afrique pour l'accompagner, pour accompagner les jeunes, pour leur dire que l'avenir du monde leur appartient. Donc, Monsieur le Président, Directeur Général de EDIO, c'est un honneur, encore une fois, un privilège pour nous, Ola, donc, d'être parmi ces sociétés pionnières en Afrique et au Niger pour accompagner l'éducation, pour accompagner le développement en général. Donc, nous sommes fiers d'être là avec vous aujourd'hui. Je suis à la fois fier et heureux de constater que de jeunes Nigériens sont capables d'aller chercher l'eau dans les entrailles de la terre, au plus profond des nappes fossiles, ou d'aller au-delà des ergues et des règues, chercher l'eau dans l'oasis perdue, pour venir alimenter le reste du groupe, la partie la plus sensible du groupe, la jeunesse. Je prends l'eau comme symbole parce que, même en géopolitique, de plus en plus, l'eau devient un élément déterminant, un enjeu majeur de la vie, des relations entre les peuples. Eh bien, cette eau que ce jeune Nigérien allait chercher, elle s'appelle le savoir. Le savoir qui est aujourd'hui l'élément distinctif des systèmes, des pays, l'élément distinctif des performances. Aujourd'hui, il serait suranné d'évaluer le développement d'un pays uniquement à travers son PIB, et même ce PIB prendra forcément en compte la qualité du capital humain que ce pays a été capable de former. Le capital humain, ce sont les hommes qui ont acquis le savoir, qui ont acquis le savoir-faire et qui ont adopté un savoir-être qui permet d'imprimer à l'ensemble de la nation la dynamique du développement, la dynamique qui permet de satisfaire les besoins essentiels des populations. C'est donc avec plaisir et fierté que j'ai appris
que ADU du Niger est entré dans le cercle très fermé de ceux qui peuvent bénéficier, des institutions académiques qui peuvent bénéficier du programme Mastercard. Je voudrais ici féliciter l'ensemble de l'équipe de IDU. Féliciter non pas seulement pour avoir été admis dans ce cercle ésotérique très fermé, mais le féliciter surtout parce qu'il est arrivé à décrocher le sésame qui peut permettre à 100 Nigériens par an d'avoir une bourse complète, une bourse qui intègre l'ensemble des éléments nécessaires à une formation de qualité, à une formation du XXIe siècle. Je souhaiterais tout simplement que IDU ne s'enferme pas dans sa tour d'ivoire et qu'elle s'ouvre pour tirer les autres institutions universitaires de la place, qu'elle essaie de les tirer par le haut à travers des partenariats qui ne peuvent qu'être féconds au bénéfice de la jeunesse nigérienne. Jeunes Nigériens, je me dois de vous dire une certaine vérité. Rien n'est facile. Rien n'est non plus gratuit. Il faut se battre. Tomber dans une bataille n'est pas un drame. C'est être incapable de se relever pour reprendre le combat qui est le drame. Il y a des difficultés, rien n'est facile. Et ce qui me chagrine, c'est que de plus en plus, nous avons l'impression que les jeunes n'ont pas d'ambition. Quand quelqu'un a une licence, il se met à se pavaner, j'ai ma licence. Il a commencé le master, il se met à créer sur tous les toits, j'ai un master 1, qui n'existe pas d'ailleurs. Je veux que vous ayez de l'ambition. Je suis ingénieur, je suis docteur, je suis spécialisé dans tel domaine, je suis capable de créer mon entreprise, je suis capable de recruter tel nombre de Nigériens, où j'ai réussi à faire ceci, j'ai réussi à faire cela. Du coup, vous devenez un modèle. J'adore les modèles. C'est pour cela que je vous invite à vous élever dans l'excellence pour devenir des modèles. IDU a décroché ce programme. Des bourses que nous appelions à l'époque les bourses Cadillac, tellement elles offrent d'opportunités que personne n'a le droit à l'échec. Eh bien, il est certain que si les résultats que vous pouvez permettre à IDU d'engranger lui ouvriront d'autres portes. Et si à travers vous IDU brille à l'extérieur, c'est la crédibilité du Niger, du système éducatif nigérien, qui va se lever, qui va atteindre un firmament, qui va attirer et qui va orienter vers d'autres institutions universitaires du Niger. Qu'elles soient publiques ou privées, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche au Niger nous tiennent à cœur. Dans le programme du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, l'éducation est l'une des premières priorités. Et l'enseignement supérieur, c'est le début et la fin. C'est l'enseignement supérieur qui couronne. C'est l'enseignement supérieur qui couronne la fin des études, la fin des formations. C'est aussi l'enseignement supérieur qui produit ceux qui doivent initier
les premiers pas à l'école. Donc, plus nous excellons dans l'enseignement supérieur, plus nous offrirons à notre pays les possibilités de former des cadres de valeur, les possibilités de remplir les réservoirs d'idées, les think tanks, parce que tout simplement, aujourd'hui, ce sont d'abord les idées qui priment. L'uranium, le pétrole ne sont que des éléments marchands. L'intelligence est la seule possibilité de les trouver, de les extraire, de les vendre et de les utiliser. Et cette intelligence, c'est vous qui devez l'apporter. Nous sommes finissants, nous. L'avenir est à vous. Je reviens vers Edu pour vous féliciter sincèrement d'avoir réussi à obtenir ce programme de Mastercard et je vous encourage vivement à impliquer le maximum d'institutions d'enseignement supérieur privé et public du Niger, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui ont de la volonté, mais qui ne savent pas à quelle porte taper. L'effet d'imitation, la saine imitation, je veux dire, on peut produire des miracles. Eh bien, jeunes étudiants, félicitations à vous parce que c'est à votre profit que cette manne a été décrochée. La répudiation, s'agit d'une notion qui est intimement liée à nos coutumes, peut-être même à la coutume islamisée, parce qu'il s'agit d'une notion qui n'est pas reconnue en ce qui concerne certaines législations, par exemple françaises et autres. Alors lorsque vous prenez l'organisation judiciaire au Niger ainsi que le droit civil nigérien, on permet à ce que les juges appliquent la coutume des parties en matière de divorce, en matière de mariage, en matière d'état des personnes. L'article 72 permet aux juridictions d'appliquer la coutume des parties. Alors lorsque vous prenez la question du mariage et ses suites, notamment la rupture de la relation de mariage, il y a la question du divorce qui est réglée par le code civil nigérien. Et à côté du divorce, il y a ce qu'on appelle la répudiation coutumière qui, elle, est un mécanisme qui permet de dissoudre unilatéralement le mariage, c'est-à-dire sans le consentement de l'autre épouse. Et c'est toujours à l'initiative entre greffe du mari qui peut décider de répudier automatiquement sa femme sans pour autant qu'il n'y ait à justifier ou à donner les raisons qui l'ont conduit à pouvoir répudier la femme. Et donc lorsque vous procédez à ces mécanismes de répudiation, l'un des époux le plus diligent peut saisir la juridiction, le tribunal, pour demander à ce qu'on constate cette répudiation-là. Et la juridiction qui constate la répudiation doit se prononcer sur des questions qui sont intimement liées à cela, notamment la question de la garde de l'enfant. Lorsqu'il y a répudiation, s'il y a un enfant issu de la relation de mariage, il faudrait que le juge chargé de constater cette répudiation puisse se prononcer sur ces questions de la garde. Est-ce que la garde sera confiée à la mère ou la garde sera confiée au père? Mais classiquement et surtout en matière coutumière, la garde est conférée à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans révolu, mais il ne s'agit pas d'une règle absolue. Il peut y avoir des situations où la garde peut être confiée au père, surtout lorsqu'il va de l'intérêt de l'enfant. C'est cette question que les juges doivent apprécier lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur la question de la garde qui fait suite à une répudiation coutumière. Il faudrait qu'au moment
de se prononcer sur la garde, qu'il tienne compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que l'intérêt de l'enfant commande à ce qu'il soit avec la mère ou l'intérêt commande à ce qu'il soit avec son père, en tenant également compte de certaines règles coutumières qui ont été prévues également, notamment le fait que jusqu'à l'âge de 7 ans, on considère que l'enfant doit être quand même avec sa mère, et au-delà de 7 ans, la garde doit pouvoir revenir au père, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une règle péremptoire. Deuxième aspect également, en ce qui concerne toujours cette question de répudiation, lorsque le juge constate la répudiation, il doit pouvoir également statuer sur la question de la pension alimentaire. Il faudrait que l'autre époux qui n'a pas la garde de l'enfant puisse payer une pension alimentaire pour que l'autre puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Le juge fixe la pension en fonction, bien entendu, d'un certain nombre de circonstances, du statut du mari, du travail qu'il fait et de sa capacité à pouvoir, en tout cas, honorer ses engagements. Le juge peut fixer la pension à 30 000, à 50 000, à 100 000, à 150 000, à 200 000, en fonction, bien entendu, de la situation de l'autre époux. Maintenant, la question que les uns et les autres se posent, c'est lorsqu'on accorde la garde au père, est-ce que la mère doit payer une pension alimentaire? Puisque la question, c'est de prendre en charge l'alimentation et toutes ces questions qui vont avec l'éducation et l'entretien de l'enfant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque la garde est confiée à la mère, le père, lui, il a l'obligation de verser une pension alimentaire à la femme pour que la femme puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Ou les deux parties, les deux parents peuvent s'attendre d'un commun accord pour fixer même la question de la pension alimentaire. La mère, si la garde est confiée par exemple au père, la mère peut décider d'un commun accord avec son mari de contribuer pour l'éducation et autres de l'enfant en donnant une somme assez significative ou juste à titre de contribution. Donc c'est la deuxième question sur laquelle le juge doit également se prononcer, cette question de pension alimentaire et les autres aspects, les frais de scolarité, de santé et autres également. Le juge doit pouvoir, dans sa décision qui constate la répudiation, il doit se prononcer sur les questions de frais de scolarité, de la santé, de l'habillement de l'enfant. Il faudrait quand même qu'il puisse se prononcer pour ne pas qu'il y ait après des quiproquos entre le mari et la femme. La première des choses qu'il faut rajouter, c'est que lorsqu'on confie la garde à l'un des parents, l'autre a un droit de visite également qui est réglementé. Si on confie par exemple la garde à la mère, le père a un droit de visite, peut-être le week-end, ou peut-être pendant les congés de Noël, ou peut-être pendant les grandes vacances. Le père a également un droit de visite et d'hébergement pendant ces périodes, mais c'est le juge qui réglemente toutes ces questions. Alors, comme je viens de l'ai rappelé, la question de la garde est toujours une question provisoire. Lorsqu'on vous accorde la garde, si vous constatez que la mère a un certain nombre de comportements, un certain nombre d'aspects qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous pouvez naturellement introduire une demande en révision des gardes pour qu'on puisse modifier la décision qui a accordé la garde à la mère, pour qu'on puisse vous réattribuer la garde de l'enfant. Comme je l'ai dit, mais vous ne pouvez pas derechef aller récupérer l'enfant de force. Ce n'est pas possible. Si la garde a été déjà conférée à la mère, si vous constatez qu'il y a des comportements ou des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous repartez devant le même juge qui lui a accordé la garde pour demander de retirer la garde et de vous l'accorder parce que vous avez constaté telle chose et tel élément. Voici la procédure à suivre. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit commander l'action du juge. Si l'intérêt de l'enfant se trouve avec le père, le juge ne doit pas avoir de scrupules à retirer l'enfant à sa mère et à confier cet enfant-là au niveau du père pour que l'enfant puisse avoir une éducation quand même décente, une vie assez reluisante. Donc vous ne pouvez pas, même si vous constatez qu'il y a un certain nombre de comportements au niveau de la mère, vous ne pouvez pas vous-même aller de force et récupérer l'enfant. Si vous le faites, vous violez la décision qui a accordé la garde à la mère. Ce que vous pouvez faire, c'est introduire une procédure de révision des gardes. C'est possible, vous repartez devant le même juge
Vous exposez les éléments des faits que vous avez constatés et vous demandez que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on retire la garde à la mère et qu'on vous accorde la garde. Peut-être cette fois-ci avec droit de visite pour la mère. Voilà succinctement ce que je voulais dire par rapport à ça.